merci d'être si nombreux. Pour cette discussion autour de nos invités aujourd'hui, le collectif Tendance Floue, représenté par Patrick Tournebeuf et Pascal Aymard, et Forum Vie Mobile, et Sylvie Andrieff qui est là, et vous allez nous parler dans 2 minutes et nous présenter un peu qui vous êtes et ce que vous faites exactement et comment vous le faites surtout, parce que ce que vous faites. Mais d'abord, on aimerait vous parler aussi de Christine et moi qui organisons ces cycles de conférences dans notre observatoire en collaboration avec un groupe d'intérêt scientifique qui est lié à la Sorbonne Campus Condorcet Paris Nord. Les questions qu'on va poser, on les a un peu réfléchies dans notre manière de voir les choses et d'imaginer la photographie et de voir un peu quelles réponses on peut donner. On a invité Forum Vie Mobile que on connaît depuis un certain temps, enfin moi je connais depuis un certain temps. J'ai rencontré Sylvie dans une librairie à la signature d'un livre de Vincent Jarousseau. Et pour Christine, peut-être j'ai passé la parole à Christine pour qu'elle présente aussi l'observatoire, mais il y a Photodoc, on réfléchit à comment la photographie prend part à la transformation du monde et comment tout à l'heure on avait une discussion avec les 2 photographes et puis vous me disiez que c'était un photographe était le pouls quelque part de la France ou d'un pays ou d'une société. Et on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que ce pouls et comment et pourquoi la photographie. Moi, je pense aussi que la photographie, je viens du cinéma, et que la photographie est un des arts les plus en relation avec le réel, et on va voir comment. Je passe la parole à Christine, et puis après, on va commencer. Vous allez faire la présentation. Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire. C'est l'Observatoire des nouvelles écritures de la photographie documentaire, donc que l'on a là créé, ouvert, et qui, Valentin l'a évoqué en fait, qui se donne en fait pour objet d'explorer, de comprendre, d'inventer autour de en fait cette photographie documentaire, ces nouvelles écritures. D'une photographie documentaire qui ne documente pas en fait. Ce qu'elle documente un réel du monde, mais c'est à partir du réel du monde du photographe. Voilà, et puis donc il y a certains thèmes qui nous sont chers, comme l'intime, à ne pas confondre avec l'intimité, ça n'a rien à voir. Et pour nous, dans cet ouvrage et dans cette exposition, nous avons retrouvé justement des entrées qui correspondent véritablement à ce que l'on cherche. Alors, ce que je voulais dire, c'est le titre qui m'a intriguée, Les vies qu'on mène. Alors, qui est ce on, hein, ça pourrait être une petite première question en fait. Ce on qui nous renvoie à nous-mêmes, on se sent tout de suite concerné, à notre familier, et aussi, bon, on va dire un intime de personnes qui sont à la fois tout autres et proches. Donc je vais pas les énumérer, mais lorsque je regardais donc ce livre après avoir vu l'exposition, j'essayais de les lister, hein, et on va en parler de toute façon dans la discussion. Hein, c'est ce on mène. Quand j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi, hein, est-ce que c'est moi là qui mène cette vie, c'est ce on, pronom personnel indéfini comme on disait, mais qui en fait ouvre véritablement un espace incroyable, quoi. Voilà. Alors, on va passer la parole tout de suite, et peut-être à toi, Pascal, tu présentes Tendance Floue. Bonjour, alors Tendance Floue, c'est un collectif de photographes qui existe depuis 1991, depuis 31 ans maintenant. Au départ, il y avait 5 personnes.
Ensuite, il y en a eu 11, aujourd'hui on est 15, 16. Ce qui fait que c'est un nombre assez restreint, c'est pas une agence, c'est un collectif pour pouvoir discuter ensemble autour d'une table, pouvoir que la table soit grande, mais il y a au-delà d'un certain nombre, ça devient difficile de discuter tous ensemble. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas en 31 ans, il y a aujourd'hui 16 photographes à tendance floue, et on vient tous, j'ai envie de dire, du photojournalisme, je dirais, puisque dans les années 90, comment ça s'est créé, la plupart d'entre nous ont travaillé pour la presse, on travaillé pour Libération, pour Le Monde avait très peu de photos à l'époque, pour la presse en général. Et ensuite, au fil des années, Tendance Floue s'est fait connaître aussi par ses réalisations collectives, où on a commencé à mélanger nos images, en fait, et à tenir un autre propos. C'est-à-dire des fois décontextualiser certaines images et en les opposant à d'autres, d'avoir un propos différent. Donc le photographe, c'était une acceptation pour le photographe, ce qui n'est pas évident de se démunir un petit peu de son image, mais pour créer une œuvre collective. Voilà, on a fait plein de choses collectivement et on a répondu à la sollicitation de Forum Vie Mobile pour faire cette grande enquête sur la mobilité en France. J'ai à peu près présenté Tendance Floue, voilà qui en est. Sylvie. Bonjour, le Forum Immobile, en fait, c'est un institut de recherche. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de la recherche sur pourquoi on bouge autant, pourquoi on bouge tout le temps, est-ce que ça peut durer, est-ce qu'on aime ça, qu'est-ce qu'on aime quand on bouge, qu'est-ce qui nous fatigue. Donc c'est une façon de dire que ce qui nous intéresse, c'est la façon dont nous, vous, les personnes, en fait, vivent le fait de se déplacer et de se déplacer de plus en plus. Donc on fait des recherches un peu partout dans le monde. Et donc même si on est tout petit, donc on couvre pas le monde, mais disons qu'on n'a pas que des recherches en France, on en a aux États-Unis, au Canada, en Inde, et en France, forcément c'est une grosse partie de nos recherches. Et notre sujet, c'est que, pourquoi on fait ça ? Je dirais, il y a deux raisons. Je pense qu'on pense que, en fait, notre régime de mobilité aujourd'hui, il est spécifique. Il a énormément changé depuis que sont arrivés le train, puis la voiture, puis l'avion. Avant, on avait depuis des centaines d'années en fait un mode de déplacement assez lent. Puis maintenant, on a des vies qui se sont intensifiées et on a une grosse interrogation sur le futur. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? Peut-être tu pourrais rajouter aussi que vous essayez de faire passer ces idées dans la société aussi avec. Alors oui, tout à fait. En fait, le problème des recherches, c'est que souvent elles sont faites pour les chercheurs. C'est-à-dire que les chercheurs parlent aux chercheurs et ils essayent de faire avancer le savoir avec leurs propres méthodes et leur propre jargon. Et nous, on passe, on va dire, quasiment autant de temps et d'argent à faire connaître les résultats qui nous semblent à la fois pouvoir toucher les acteurs. Donc ça peut être les acteurs, ça peut être les entreprises, ça peut être les hommes politiques ou femmes politiques, ça peut être les ONG. Et ça peut être aussi, bien sûr, nous tous, avec l'idée que, malgré tout, il est vraisemblable que le monde change, en particulier sur les questions de déplacement. Donc je ne vais pas vous embêter trop avec le sujet, hein, mais disons que si on veut respecter les objectifs qui nous sont donnés ou que nous nous sommes donnés collectivement pour vivre dans des sociétés plus écologiques, en fait, il faudrait presque plus se déplacer avec des moteurs. Donc, parce qu'en fait, on va pas trop diminuer l'alimentation, on va pas trop diminuer nos logements, le fait de se chauffer, etc. Il va presque rien rester pour les déplacements. Donc, en fait, le changement, il va être gigantesque. Hein. Et donc, on essaye de discuter, on fait des forums citoyens, on se dit que si le monde change, il faut absolument que tout le monde ait son mot à dire, parce que sinon, en fait, ça risque d'être pas forcément, ça risque de pas correspondre à ce qu'on veut. Et donc nous, on passe quand même aussi, effectivement, ce que disait Valentin, beaucoup de temps, et à transformer les résultats de recherche abrupts, casse-pieds, plein de chiffres, plein de rapports un peu illisibles, en quelque chose de comestible, de dissible, d'explicable, de compréhensible, de questionnable aussi. Hein. Donc avec plein de formats, y compris artistiques, mais pas seulement, mais aussi avec des conférences, enfin plein d'autres choses.
Tu veux rajouter quelque chose, Patrick? Non. Alors, Si, bonjour. Pour commencer, donc, je vais commencer un peu par la fin du livre, mais je voulais, Sylvie, je parlais tout à l'heure de notre rencontre, on s'est rencontrés donc dans une librairie. Il y avait Vincent Jarousseau, qui est un autre photographe qui a fait plusieurs livres dans Les Racines de la colère, et il signait c'était Les Racines de la colère, hein, déjà, ouais. Et que Forum Vie Mobile, auquel Forum Vie Mobile avait participé, avait soutenu et avait accompagné. Et donc l'histoire de Vincent Jarousseau, c'est qu'il fait ce livre et arrive le mouvement des Gilets jaunes, et qui est un mouvement d'ampleur quand même dont on se souvient tous. Et quand j'ai remarqué une chose, c'est que quand tu passes la commande, enfin quand vous avez commencé à lancer Les Vies qu'on mène avec le collectif Tendance Floue, un mois après, il y a le Covid qui arrive. Donc deux moments déterminants autour de la mobilité dans la société. Donc je voulais savoir si c'était un hasard, si on était maintenant, à chaque fois que, de toute façon, il se passe à chaque fois qu'on a une commande, il y a quelque chose d'ampleur massive qui va arriver, ou alors c'est un coup de chance, ou alors tu penses que, comment tu vois ces synchronicités, en tout cas ces rencontres avec le réel? Alors bon, on aimerait bien dire que c'est parce qu'on est devin, mais vraiment, je ne crois pas. Je crois vraiment tout simplement que c'est notre sujet. C'est-à-dire que le sujet de la mobilité, nous on considère bien sûr, alors, comme c'est notre sujet, on en voit partout bien entendu, hein, mais on pense vraiment qu'on est dans un paradigme du mouvement généralisé, hein, et qu'il est en crise. Et donc en fait, là par exemple, à peine on a fini la mission qu'on a confiée à Tendance Floue, qu'on réfléchit à la prochaine mission, à la prochaine exposition qu'on aimerait faire. On réfléchit à une thématique, mais je suis persuadée qu'il y aura des crises en fait, et qu'il y aura des crises de mobilité. Donc par exemple, effectivement la crise sanitaire par exemple, c'est pour nous, donc bien sûr le virus c'est pas que une crise de mobilité, mais c'est quand même aussi une crise de mobilité, parce que pourquoi en fait il y a le virus il se répand aussi rapidement, c'est à cause de l'ampleur de la circulation aérienne des personnes, mais aussi de la circulation des marchandises. Et c'est pas un hasard, par exemple, si avant de se diffuser en Europe, il arrive en Italie. Parce qu'en fait, il vient de Chine, il arrive en Italie, finalement, c'est les plus vieilles routes de circulation qui relient l'Asie à l'Europe. Elles partent vers Shanghai et elles arrivent en gros vers le nord de l'Italie. Et donc en fait, c'est logique. C'est une sorte de circulation intemporelle. Enfin, c'est les premières grandes circulations, les premières grandes routes. Sauf que maintenant, ça va beaucoup plus vite, ça va très très vite. Et en fait, comment on va lutter contre l'épidémie, on va lutter en demandant aux gens d'arrêter de se déplacer. On n'a pas trouvé mieux en fait finalement que de faire ça. Et donc finalement, ça ressemble aux quarantaines qu'on imaginait au Moyen-Âge pour lutter contre la propagation de la peste. Donc nous, on se dit que ce type de choses, ça ne va cesser d'arriver. Donc par exemple, si on avait fait un petit reportage au mois de février, c'est-à-dire avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en fait, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais il y avait un très grand mouvement social au Kazakhstan. Et pourquoi ? Parce que en fait, au Kazakhstan, le prix du gaz avait énormément augmenté, sauf qu'au Kazakhstan, les voitures elles roulent au gaz. Et donc d'un seul coup, on avait plein de gens dans la rue et un gros problème à résoudre. Donc nous, on voit ça partout, on voit ça tout le temps. Je dirais qu'on est loin de documenter toute l'actualité des crises de mobilité et on est persuadé que la prochaine mission sera perturbée par une prochaine crise. Parce que justement, on est à un moment de basculement et de questionnement vers un autre système social et un autre système de mobilité. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, je voudrais voir avec vous, messieurs, la photographie là-dedans, justement. Tout à l'heure, on parlait de ce pouls qu'il y a avec que la photographie permet un pouls avec la société. Moi, je pense aussi que c'est un art assez particulier, la photographie, et j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ce pouls, et comment vous êtes en relation avec, comment on peut sentir le réel. Et je trouve aussi rebondir peut-être sur ce que tu disais, Pascal, par rapport à un collectif où vous oubliez aussi de manière un peu individuelle pour créer des images collectives, parce que toi tu viens du cinéma aussi. À la base, tu étais
guillemets, la télévision. Ouais. Mais je viens pas de là. Au départ, j'étais photographe. D'accord. Depuis le début. D'accord, je pensais que tu étais passé par les images Non. après. J'ai allumé les images après, Après. et puis je suis revenu à la photographie. Et donc, oui, par rapport à ça, je disais que un photographe, en tout cas tel qu'on pratique la photographie, il a quand même le pouls de la société parce qu'il a la possibilité d'être dans toutes les strates de la société. Et moi, je continue à faire des commandes pour la presse, par exemple, et dans les commandes pour la presse, je peux passer une journée avec des syndicalistes en grève et le lendemain être avec un grand patron ou être avec un paysan, etc., etc. Donc on navigue un petit peu dans toutes les strates de la société et on a en plus, du fait même qu'on doit photographier les gens, se développe une espèce d'intimité entre le photographe et son sujet, les personnages qu'il photographie. Donc à un moment, il y a effectivement, c'est très enrichissant et on prend vraiment un petit peu le pouls de la société parce que effectivement, on navigue du haut jusqu'en bas et de manière transversale, de manière verticale aussi. Et ça, moi, c'est ce qui me passionne dans ce métier, d'avoir accès un petit peu à toutes ces différentes strates de la société et ça, moi, personnellement, je trouve ça passionnant. Après, il y a d'autres photographes qui travaillent de manière différente et qui n'ont pas forcément cet accès-là. Mais en tout cas, à tendance floue, tous les photographes, certains ne le font plus parce qu'ils travaillent plus pour la presse, par exemple, et la presse, pour ça, c'est un formidable vecteur, parce que, effectivement, on n'est pas cantonné à faire que des commandes presse sur les paysans ou sur... on va passer d'une commande à une autre. Mais bon, on a tous quand même vécu cela. Et de toute façon, la photographie, ça peut être du paysage, mais il y a beaucoup d'humains. Et à partir du moment où il y a de l'humain, il y a un contact qui se passe. Il y a quelque chose, il y a une relation qui se crée. Même si elle est futile, même si elle n'est pas très longue. Elle ne peut durer qu'une heure, parce que bon, rencontrer quelqu'un 1 heure, il faut que vous fassiez son portrait. Enfin bon, ça peut être court, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Et ça, c'est très enrichissant. Et c'est aussi, je pense, pour ça, alors moi je voulais rebondir sur le on. Le on, parce que pour avoir suivi le projet du début à la fin avec Gilles Coulon, quand on monte l'expo, on a 18 histoires au mur. Forcément, il y en a qu'on aime plus que d'autres, effectivement. Puis on se dit, ça sera un peu plus faible que ça, est-ce que ça va plaire, ça va pas plaire. Et quand l'expo s'est ouverte, en fait, ce que j'ai presque interpellé, parce que je m'y attendais pas, c'est que tout le monde s'y retrouvait. C'est que tout le monde venait voir et disait, moi j'adore l'histoire de machin, l'histoire de machin. Et il y avait toutes les histoires étaient représentées. Et c'est le on, il était là, quoi, en fait. C'est que dans chaque histoire va parler à quelqu'un. Et ça, je pense que c'est intéressant. Ah voilà, merci. Comme ça, je peux en venir à ce que je voulais dire sur l'intime, qui n'est pas l'intimité. Bien sûr qu'il y a des scènes, enfin, qui sont en fait une intimité entre personnes. Hein, c'est différent. Hein. Mais c'est un intime. Et c'est un intime qui vient en miroir avec notre intime. Et on voit là aussi que l'intime est vraiment quelque chose de partagé. En fait, toute cette entreprise, qui est presque, j'ai envie de dire, une anthropologie de la vie, bon, c'est un petit peu peut-être grandiloquent, mais c'est pas faux. Hein. C'est-à-dire, c'était d'aller fouiller délicatement. C'est ça, moi, qui m'a beaucoup émue. Hein. Même s'il y avait des peut-être séries où j'étais moins, on va dire, sensible, mais j'étais toujours émue pour chacune. Parce que il y a des petites parcelles, il y a des petites choses qui nous renvoient à nous-mêmes et qui nous renvoient à l'autre. C'est-à-dire, c'était vraiment un dialogue et c'est un travail vraiment en altérité. Voilà. Et ce que j'ai ressenti aussi, à ma petite introduction tout à l'heure dans ce qui nous intéresse dans l'observatoire et à Photodoc, hein, et il y avait quelque chose, c'était vraiment comment le photographe fait monde avec ces différents personnages, les personnes qu'il rencontre et qu'il tente de documenter. Hein. Mais il se documente aussi lui-même, en fait. Il est là. Et donc, on a cette altérité à nouveau que l'on retrouve très très fort. Et c'est pour ça que
toute cette entreprise est très puissante. Voilà, pas la parole plus que ça, mais peut-être y revenir. Tu veux rebondir, Patrick? Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est la manière dont chacun s'est immergé dans le sujet. Peut-être ce qu'il faut dire, c'est au départ, on a essayé aussi de remplir la carte du territoire pour essayer d'avoir différents types de typologies de paysages, de types de travail dans le livre, de types de familles ou de personnes, des personnes seules, afin de brasser autant faire se peut par rapport aux 18 reportages, un panel le plus large possible. Après, il n'est pas non plus à l'image de la réalité par rapport à la totalité des possibilités. Mais voilà, déjà, ça permet d'avoir une forme d'éponge. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il s'inscrit vraiment dans le temps. C'est qu'on est vraiment pendant la pandémie, ou juste avant, ou juste après. Enfin, surtout juste après. Et du coup, on est quand même dans une représentation de la société dans un temps précis. Et ça, c'est vraiment très important. D'autant plus que la photographie, c'est même un temps arrêté. Pour ajouter quelque chose sur ce que tu dis, Christine. Donc le titre, c'est vrai que nous on l'adore. Bon, après on en avait vu, on en a étudié des dizaines, on peut même presque dire une centaine en fait. Et donc mode de vie, ça fait très techno, ça fait très recherche, etc. On dit à quelqu'un c'est quoi ton mode de vie, on sait pas trop. Nous, ce qu'on met derrière, le mode de vie, c'est la façon dont on déploie dans l'espace et dans le temps nos activités. On va au travail, on va faire nos courses, on va voir les copains, on va boire un coup, on va au sport, on va militer. Donc pour nous, c'est ça le mode de vie. Mais si on dit à quelqu'un, en fait, on lui pose la question, on va lui dire c'est quoi ta vie? En fait, on va pas lui dire c'est quoi ton mode de vie. Donc déjà, en fait, c'était forcément la vie. Et puis le qu'on mène, effectivement, ce que tu dis, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire en fait, c'est-à-dire de dire on a un philosophe dans notre comité scientifique qui nous a fait remarquer qu'on avait mis un titre en première personne, c'est-à-dire vraiment pour dire vraiment ce qu'on va raconter, c'est ce que chacun peut vivre. Donc on va se dire celui-là c'est pas moi, c'est mon voisin, mais celui-là c'est moi. Et surtout en fait dans une logique de transformation du monde ou de la société, on est acteur de cette transformation. C'est-à-dire qu'il faut éprouver soi-même la vie pour éventuellement imaginer un futur, une autre société. Et donc c'était vraiment l'idée justement alors pour le coup c'est vraiment l'intérêt pour nous de faire appel aux photographes, c'est ce qu'on ne peut pas faire avec la recherche. La recherche elle est toujours en extériorité en fait. Et alors en plus même on le demande aux chercheurs. Alors, donc sans rentrer dans la difficulté en réalité à vraiment respecter cette règle-là, en tout cas, on va continuellement lui demander au minimum d'expliquer ses modalités de distance par rapport à son objet de recherche. En quoi il est proche ou en quoi il n'est pas proche de ce qu'il raconte. Le photographe, voilà, il n'a pas forcément cette obligation-là. Et pour poursuivre sur l'intime, on va dire qu'il y a plein de niveaux d'intimité. Donc je sais pas si c'est exactement le sens que vous mettez à l'intimité, mais ce qui est vrai, c'est que à la fois, on a des photographes qui ont vraiment été en immersion avec les gens dont ils ont exposé des bouts de vie en fait, et d'autres qui sont allés tellement loin dans l'intimité finalement qu'ils voyaient pas d'autre solution que de parler d'eux-mêmes ou de leur propre famille. Et donc par exemple dans la recherche on aurait dit non, ça tu peux pas faire ça en fait parce que tu seras pas objectif. Et nous ça nous a pas gêné du tout. Peut-être qu'on aurait, on se serait posé des questions, ou en tout cas on aurait, réfléchi aux méthodes en matière de recherche académique. Donc comment en fait on peut en termes de recherche académique se prendre soi-même comme l'objet de recherche. Bon, ça, je dirais, ce serait tout un sujet, hein. Mais en tout cas, dans le cas de la photographie, hein, je dirais que ça ne posait pas de problème, tout simplement parce que, en fait, nous, on avait une idée des grands modes de vie, en fait, qui composent la société française,
On voulait pas des idéotypes, on voulait pas la personne qui l'homme blanc qui fait ceci par exemple, on voulait pas la personne qui se déplace forcément X heures par semaine et qui va de tel endroit à tel endroit et qui est le représentant de la moyenne française. On sait par exemple que la moyenne française elle fait 60 km par jour. Peut-être qu'on n'a aucun de nos protagonistes dans l'exposition et dans le livre qui fait 60 km par jour. Ça, on ne le sait pas. Par contre, on voulait quand même avoir le portrait de la France, le portrait des Français. Et ça, pour nous, c'était plein de modes de vie quand même relativement courants. C'est-à-dire que même si c'est pas statistiquement représentatif, on va dire qu'on n'a pas des gens exceptionnels au plan statistique. Par exemple, quand je faisais faire la visite de l'exposition, ou si vous regardez le livre, vous verrez il n'y a pas de jet-setter. On m'a fait un jour cette remarque, on m'a dit mais tu n'as pas la personne qui se déplace en avion privé. Alors j'ai dit oui, c'est vrai, je le connais statistiquement et je le connais au plan de la recherche. Il y a des recherches d'ailleurs sur ce type de mode de vie, mais c'est presque rien en France. Et donc en fait, par contre, tous les modes de vie qui sont présentés, c'est des modes de vie justement, et c'est aussi pour ça que je pense que ça touche les gens, c'est qu'ils sont tous connus. En fait, ils sont tous connus, c'est soit les nôtres, soit ceux qu'on a actuellement, qu'on a eu, qu'on aura, ou qu'on connaît parce que c'est le mode de vie d'un voisin, d'un parent, d'un copain. Et donc c'est aussi pour ça qu'il n'y avait pas de problème à partir de à ce que des photographes choisissent de présenter leur propre mode de vie ou celui d'un de leurs proches. Et non, je voulais faire juste une petite remarque par rapport à la recherche. C'est le GIS, le groupe d'intérêt scientifique, le sujet dans la cité, hein, qui s'inscrit dans la recherche géographique et qui est justement à l'opposé de, on va dire, et je le dis gentiment, d'un certain type de recherche sociologique. Hein, et on est quand même plus dans la lignée d'Edgar Morin, etc., si on prend un sociologue, tout en fait un anthropologue, hein, où le chercheur est concerné. Hein, il fait partie comment dire, il n'est pas extérieur à son objet de recherche. Hein. Il modifie, il influe le terrain sur lequel il est. Tout comme vous, tout comme les photographes, en fait, voilà, il y a des interactions. À partir du moment où on est là, on photographie, on parle, on bouge, etc. Le terrain bouge aussi. Hein. Voilà, je voulais dire ça parce que c'est mon combat, notre combat aussi. C'est pour ça qu'on a créé dans cet observatoire, c'est normal qu'il y ait eu justement cette alliance avec le GIS, le sujet de la cité. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, tu peux dire, et après, moi je pense que ce serait intéressant d'aller directement, justement, puisque vous êtes là, sur votre travail, justement. Je suis pas tout à fait d'accord que ce sont tous ces gens, en fait, c'est comme si qui sont chroniqués, entre guillemets, qui apparaissent, ce sont des vies, en fait, que l'on reconnaît. Il y a quand même des surprises, hein, des découvertes aussi. Hein. Je pense justement à cette épicerie mobile itinérante là, qui m'a complètement fascinée. Enfin, une femme. Moi, ce que je voyais là-dedans, dans certains, c'était la recherche de sens qui est à l'œuvre chez certaines de ces personnes. Et justement, en temps de crise, hein, la crise, c'est en fait terrible et en même temps une formidable opportunité pour reconfigurer justement ces repères, en fait, repères de sens, ces repères de vie, et essayer de faire émerger un sens qui a peut-être été enlisé justement par une vie répétitive, une vie que l'on gagne, une vie que l'on ceci, une vie sociale que cela. Donc quand tout s'effondre et qu'on reste cloué au sol, j'ai envie de dire, il y a des choses aussi qui peuvent émerger. Donc, et moi je pense aussi du coup, ce qui m'a passionné tout autant, c'est cet homme, sa dernière vigie, puisque c'est le titre, qui est là et qui est bon. Ils vendent l'essence, station-service. Le mot station-service a pris tout son sens.
c'est une station, oui, on s'arrête, on descend, et il est au service de... Et il a un rôle de travailleur social, enfin, il l'endosse en fait, il l'invente. Ce sont aussi des gens voilà, qui s'inventent et qui inventent leur travail, qui inventent tout cela dans des, comment dire, des repères sociaux qui fuient en fait. Hein. Et donc il est là, il est le copain, il est le travailleur social, il accueille. Hein. Donc l'essence, ça va plus que ça. Voilà, mais on va laisser dire parce que j'ai pris trop Oui, longtemps. parce que Jean-Pierre, c'est une passerelle parmi les 18 possibles. Jean-Pierre est un personnage effectivement assez cocasse, qui dans la région de Nantes, pour un photographe, c'est un vrai bonheur. Parce que en fait c'est un clown ambulant, il est prêt à se jouer au jeu de la photographie, de se faire photographier habillé avec un sombrero et un short à fleurs dans sa station-service. Effectivement, la terminologie de dernier vigie est très belle parce que par rapport à un phénomène sociétal ou de société, par rapport à justement à la désertification d'une région, ou en tout cas le fait qu'effectivement l'autoroute à côté fasse qu'entre Nantes et Angers, la fluidité est beaucoup plus rapide. Donc ces routes ont été, il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, plus ou moins délaissées. Et lui, il est arrivé en 1981 à Varade, exactement. Et en 2000, il a acheté la station. Il en a voulu. Enfin, il s'est débarrassé, entre guillemets, de la marque qui le représentait avant, en disant, OK, j'achète les murs. Et aujourd'hui, il achète son essence. Même s'il y a effectivement une marque qui est derrière, il achète l'essence et en fait, il bénéficie, lui, d'un système de réseau lié à une carte de fidélité qui fait qu'il récupère tout ce qui est lié aux ambulances, à la DDE, au transport scolaire. Et en plus de ça, c'est là où ça devient très fort, c'est qu'en fait, vu qu'à partir de 19h, il n'y a plus rien dans le village, enfin dans le bourg, il devient un repère social. Et les gens viennent discuter 5 minutes avec lui, et il a gardé un acte absolument, je dirais, antinomique par rapport à notre société, c'est qu'il va servir lui-même l'essence. Et les compteurs ne sont pas reliés à une caisse électronique. Il faut qu'il y aille de ses propres yeux. Donc il est encore dans une mécanique de lien social, de lien humain. Il a 66 ans, il pourrait partir à la retraite. Et en fait, il refuse catégoriquement de partir pour l'instant parce que c'est sa vie, en fait, tout simplement. Et sa vie, c'est les autres. Sa vie, c'est pas tant de vendre de l'essence, c'est d'avoir ce contact. Évidemment, pour un photographe, l'espace est très réduit, parce qu'il s'agit d'un périmètre très précis, mais en même temps, vu la diversité des personnes qui passent, il y a une image voilà, qui est ici, où tout simplement, c'est une des salles de sa station-service où il prend le matin son petit déjeuner, et à partir de 15h, il y a des copains qui viennent, et puis qui lui permettent de passer le temps jusqu'à 21h, 20h. Il a un côté un peu, ouais, il y a une certaine magie dans la vie, en tout cas, qui s'en dégage. Donc, oui, c'est là une humanité vous attend dans ce livre. Oui, tout à fait. Et puis même pour Pascal, avec, je vais passer le micro, ce sera plus simple, il faut parler pour lui. Avec la personne qui l'a suivi, c'est assez magique aussi, parce qu'on rentre dans leur monde, en fait. Ils acceptent qu'on aille, pas entièrement dans leur activité, bien sûr, mais ils nous ouvrent une porte par rapport à leur espace. C'est quand même pareil. Des fois, ils sont un peu surpris quand même. Alors ça fait déjà 1 an et demi que vous êtes sur leur dos. Ils étaient encore là, toi. Un prof, t'avais pas fait assez des photos. Mais ce qui est intéressant, par exemple, à Lina, oui, effectivement, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que d'abord, je suis fils de commerçant, donc c'est un petit peu dans mes origines. Le commerce, c'est quelque chose, voilà, c'est dans mon ADN. Et en plus, ça fait 10 ans que moi, je suis parisien, mais depuis 10 ans, j'habite en Auvergne, donc j'ai habité dans un petit village, j'ai déménagé dans un petit village, où là, j'ai pris conscience, en fait, de la vie en province, de la désertification des villages, les commerces qui sont plus là, les villages un petit peu dortoirs. Moi, c'est à côté de Clermont-Ferrand. 15 km, c'est très près, hein, mais c'est vraiment la campagne. Mais il n'y a plus qu'une boulangerie, un bureau de tabac, et lundi, faut prendre sa voiture pour tout faire, en fait.
Et Alina, je l'ai rencontrée sur un marché. Et donc, elle me raconte qu'elle, elle va de marché en marché et elle cherche aussi des endroits, des villages comme le mien, où il y en a plein dans la région, où il n'y a plus de commerce du tout. Il n'y a plus de marché, il n'y a plus de commerce. Donc, elle va voir le maire. Au début, quand elle s'est lancée, en fait, elle a pu identifier des zones comme ça qui n'étaient plus trop couvertes. Et donc, elle ramène ce service aux gens quand même, c'est-à-dire avec son camion une fois par semaine. Des fois, elle fait 50 km pour aller à cet endroit-là. Mais je me suis aussi rendu compte que cette mobilité, c'était sa liberté à elle, parce que c'était sa manière d'aller à la rencontre des gens, parce que c'est quelqu'un qui socialement a envie de parler aux gens, et quelqu'un qui aime les grands espaces. L'Auvergne, il y a des grands espaces, c'est assez beau. Et donc, le fait d'avoir son camion et de rouler sur ces routes et d'aller d'un endroit à un autre, elle kiffe total, quoi. C'est vraiment, cette mobilité-là, pour elle, c'est un petit peu sa liberté qui lui permet d'exister et aussi d'aller au contact des gens et de s'intéresser quand même, pas forcément aux endroits les plus lucratifs, mais les endroits où on a un petit peu le plus besoin, où les gens ont le plus besoin parce qu'il n'y a plus de commerce, quoi, qu'il faut faire. C'est une épicerie particulière avec aussi un sens. Oui, parce que c'est du local. C'est du local, c'est du bio, c'est du vrac. Et en vrac. Et en vrac, oui, bien sûr. Il y a un concept, c'est ce que je dis. Oui, évidemment. Il y a du sens. Oui, ne serait-ce que dans le commerce en lui-même, évidemment. C'est là où elle invente en fait son travail, elle invente son métier, elle s'invente aussi. Voilà. Oui, c'est quand même un métier aujourd'hui qui est assez... Oui, mais quand même. Il y en a de plus en plus, Oui, sur les ventes en vrac et tout ça, c'est assez porteur. Mais oui, effectivement, parce qu'avant, elle était infirmière. Donc, évidemment, elle s'est réinventée à 45 ans. Sylvie, tu veux dire? Moi, juste ce que je voulais ajouter, en fait, c'est que je trouve que là, quand on entend Patrick et Pascal, et puis ça résonne avec ce que tu dis, effectivement, c'est des histoires très singulières. Donc, on dit, voilà, vraiment, on parle d'un pompiste, comment très particulier, qui saisit en fait son activité professionnelle, il s'en saisit d'une certaine façon. C'est pareil pour Aline, elle, comme tu dis, elle réinvente sa vie. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en première personne. Un mode de vie, c'est un arrangement que l'on fait soi-même en fait, entre nos contraintes, nos envies, le cadre de vie dans lequel on a envie de vivre ou qu'on a envie de fuir, etc. Et puis malgré tout, il y a quand même des points communs gigantesques entre les deux séries. C'est que et donc ça fait sens par rapport à soit l'ensemble des séries dans l'exposition, ou soit l'ensemble des séries dans le livre, c'est que ce qui est montré, c'est quand même des gens d'aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, en fait, sans mobilité des autres, son métier n'existe pas. Il sert de l'essence. Donc lui, il bouge très peu, il fait beaucoup de pas dans sa station service, il bouge pas beaucoup, mais son métier, c'est de permettre aux autres de bouger beaucoup. Elle ne peut se réinventer qu'en se déplaçant énormément. Et donc en fait, et l'un comme l'autre, en fait, ils réinventent effectivement, comme tu le disais, une autre vie, et dont on ne connaît pas la pérennité en fait. Donc voilà, donc c'est à la fois une façon de, je dirais, pour moi c'est un peu comme un roman. Quand on lit un roman, on lit une histoire particulière, on lit les romans du 19e siècle. Finalement, c'est la meilleure façon d'avoir une idée de la société du 19e siècle. On a suivi des gens très particuliers dans leur univers, dans leur village, dans leur mine, enfin je sais pas, on peut penser à Zola, à Balzac, etc., Gensu. Et en fait, d'un seul coup, on se dit, voilà, en fait, finalement, la vie à cette époque-là, c'était comme ça. Et donc ça, c'est vraiment l'ambition qu'on a avec l'exposition ou avec le livre. Moi, j'ai deux questions pour prolonger ce que tu dis. Toi, tu dis, j'ai passé 1 an et demi, puis après, t'es encore là. Mais qu'est-ce qu'on cherche après 1 an et demi à être encore là, déjà? Et puis, l'autre question qui va avec, mais moi, ce que j'aime dans la photographie ce que nous, on appelle documentaire, c'est-à-dire, ce sont des gens qui passent énormément de temps, qui écoutent les histoires, parfois ils font même pas de photos. Et je me dis, toutes ces histoires que vous collectez, que vous racontez là, que je trouve, moi, qui m'émeuvent beaucoup, est-ce que vous en faites aussi quelque chose après vous? Est-ce que vous les gardez? Est-ce que vous travaillez avec? Est-ce que vous les connaissez bien?
comment ça se passe aussi chez vous. Mais voilà, d'abord pour toi la question. Avec les personnages, tu veux dire qu'on suit ou est-ce qu'on reste en contact, tout ça? Non, là c'était à Sylvie, je disais après à Sylvie, est-ce qu'elle fait quelque chose de ces histoires? Est-ce qu'elle les connaît bien? Est-ce que vous en faites quelque chose? Est-ce que tu vois à quoi ça sert exactement chez vous? Comment ça se travaille? Je peux bien répondre sur la première question. Ouais. Même si effectivement tu as remis sur Pascal, mais parce qu'en fait la question s'est posée aussi de mon côté. Quand on a la chance de pouvoir avoir les portes qui s'ouvrent dans un lieu aussi symptomatique, moi la station-service c'était une de mes demandes. C'est pas venu par hasard. Je voulais depuis très longtemps travailler sur ce qui était la symbolique de la station-service. Il s'est trouvé que le personnage qui allait avec collait, ça avait un sens quoi. D'un coup, il était au-delà de l'essence. Et du coup, y aller une fois, ça aurait été vraiment superficiel. Ça aurait été même lui voler un peu une forme d'honnêteté. Donc ça ne pouvait se faire que sur du long terme. Enfin, sur un long terme défini, évidemment, parce qu'on avait une date butoir. Mais on aurait pu continuer à y retourner, parce que, ne serait-ce que par exemple, un effet lié à sa coupe de cheveux, sa manière d'être habillé. Le fait de le ressentir dans les images, mais pas au même moment, ça se passe pas à la même saison, ne serait-ce que par les paysages, c'est fondamental. Ça veut bien dire qu'il y a une véritable lien, oui, qu'il y a quelque chose de très fort qui s'est produit. Et ce n'est pas les images volées. C'est ça aussi qui est très important. Et je voulais aussi rajouter une chose, ça nous permet, en tant qu'auteur, d'y amener notre écriture, de réfléchir à la manière dont on va aborder le sujet. Ne serait-ce que par exemple Pascal, il a fait une petite vidéo où il suit évidemment ce camion ambulant qui traverse des paysages somptueux, en hiver et en été, au printemps, en automne. Il faut le montrer en train de rouler. Et il a toute une série, un petit film qu'on a pu découvrir dans l'exposition, qui est absolument génial, parce que il est totalement anodin, parce qu'on a tous pris des voitures, suivi une route. Mais là, il a passé la caméra sur la plage arrière, il suit, donc il y a un montage, et on voit les paysages, le camion est toujours le même, les paysages qui défilent. Et là, tout d'un coup, il y a une notion du temps qui est juste absolument magique. Parce qu'effectivement, on passe de l'hiver à l'automne, il y a quelque chose qui est vraiment important. D'où donc la réponse. Le fait de travailler sur un temps long permet de saisir avec plus de finesse le sujet. Qu'est-ce qu'on fait des photos? Alors déjà, il y a au moment de l'exposition. Pas des photos, des histoires. Des histoires. Oui, des histoires qu'il raconte. Est-ce que vous en Alors faites quelque après, chose moi je dissocie pas l'histoire de la photo, puisque c'est la façon dont elles sont restituées. Les histoires, c'est par des photos. Mais disons que les photos, en fait, c'est aussi on les voit, elles nous touchent, et c'est aussi une façon d'agir. Si je dis d'une façon très triviale, si le gouvernement avait vu l'exposition avant décembre 2018, eh ben, il n'aurait pas instauré la taxe carbone, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est une évidence, C'est une évidence que tout le monde a une voiture, tout le monde a besoin de sa voiture, ou presque tout le monde. Et donc, inventer une nouvelle société où on aura moins besoin de la voiture, ça va passer par autre chose en termes de réinvention que juste le prix de l'essence. Et donc, nous, les séries, les histoires, pour nous, c'est une façon d'incarner les choses, en fait. C'est un peu la même chose que ce que je disais précédemment entre les histoires qui sont racontées dans les romans qui nous permettent d'accéder à la société. Là, c'est la même chose. Moi, quand je fais la tournée, par exemple, je vais au MEDEF, je vais à l'Assemblée nationale, je vais au Conseil économique et social, je peux pas juste donner des chiffres. Justement, là, on fait défiler des photos, mais je fais la même chose, en fait. Je fais défiler des photos, je vais donner des chiffres, mais je fais défiler des photos. Parce qu'en fait, ce que les gens vont retenir, d'abord quand on parle, on sait qu'il y a presque rien qui est retenu. Et donc, finalement, je suis à peu près sûr que tout ce que je raconte, rien n'est retenu. Par contre, les photos, elles vont rester. Elles vont rester dans l'imaginaire des gens à qui je parle. Ils vont juste capter un truc de ce que j'aurais dit. Et en tout cas, les photos, elles vont rester. Et donc, en fait, par exemple, je vois là les gens qui sont venus voir l'exposition, on va dire les VIP qui sont venus voir l'exposition, ils se rappellent du pompiste, ils se rappellent de l'épicière. Et donc en fait, ah oui, c'est comme l'épicière, c'est comme la routière, c'est comme la camionneuse. Donc en fait, c'est un pouvoir d'évocation, ça donne de la chair en fait à ce qu'on raconte en fait. Et donc les histoires, oui, nous on s'en sert tout le temps en fait.
Alors, là encore, merci pour dire ça, parce que je vais pouvoir placer ce que je pensais peut-être que je placerais, mais je n'en savais rien. C'est toute l'histoire de la démocratie sensible. Et donc, on a, avec Valentin, on travaille là-dessus. Donc, c'est Michael Fossel qui a défini cette notion. C'est justement exactement ce que tu dis. On va se rappeler du pompiste, on va se rappeler de l'épicière mobile, on va se rappeler d'un tel, toutes ces histoires. Et toutes ces histoires, en fait, qui sont mises dans un en commun, elles ne sont pas les unes à côté des autres, elles sont mises dans un en commun qui font miroir avec nous-mêmes et nous apprenons, en fait, d'elles, en fait. Nous apprenons de ces personnages, nous apprenons de ces vies, nous apprenons de ces histoires. Donc Michael Fossel, lui, et là c'est là notre intime, c'est là où il se place. Tout ça, ça crée en fait un intime. Un intime, qu'est-ce que c'est l'intime? C'est ce qui nous est singulier, mais c'est ce que l'on partage. L'intime est quand même empreint comment dire, d'époque, de culture, d'environnement social, etc., etc. C'est vraiment, en fait, on définit, en fait, on se construit. C'est une construction qui est permanente, en fait, toujours en interaction, en fait, avec nos environnements sociaux, économiques, sociopolitiques, etc. Mais on a un pouvoir d'agir sur eux. Donc c'est ça aussi, la transformation, prendre part à la transformation. Ce que tu as dit tout à l'heure, quelque chose change. On change éventuellement les idées, on change les visions éventuellement. Alors, il ne faut jamais être faut être à la fois ambitieux et modeste. S'il y a un tout petit peu qui a changé, c'est déjà génial. C'est-à-dire, au moins, des processus de conscientisation, de montée en conscientisation. Et la démocratie sensible, voilà, c'est ce niveau-là où, dans le sensible, on partage en fait ces histoires, et ces histoires nous concernent. C'est pour ça que le titre est génial, parce qu'on est tout de suite dedans. Les vies qu'on mène. Quoi? Quelle vie je mène, moi? Alors je les regarde, et puis je me dis, oui, un tel, ah, en effet, c'est mon voisin, etc. L'autre, c'est moi, quelque part. C'est pas la vie, là, que je mène, mais je m'y reconnais, là aussi. Voilà. Et puis, ce que je voulais te dire, c'est un formidable laboratoire d'espoir. Parce que moi, ce qui m'intéresserait, je voudrais savoir, cette exposition, ce livre, ces vies, est-ce que ça n'a pas fait changer leur vie à celui, à celle qui a regardé, qui a lu, qui a vu, etc. Et dernière chose, il y a dans ce livre, c'est pour ça, c'est en fait un livre vraiment de démocratie sensible, il n'y a pas de nom. Les noms des photographes, on les voit à la fin. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 18. Donc on peut y être 19. Oui, 19, parce qu'il y a un livret. Il y a un livret. Et c'est ça, voilà. C'est vraiment un document enfin, qui est vraiment une pierre à cette idée de démocratie sensible. Je rajouterais juste une chose par rapport à la démocratie sensible, c'est que ça part, et je rebondis sur ta question, Christine, et à vous deux, de la vie de ces gens que tu disais, toi, Patrick, je disais 1 an et demi, parce que tu disais 1 an et demi, mais c'est vrai, qu'est-ce qui me motive 2 ans, et puis après, on pourrait revenir. Flavio Tarquino, il a passé 20 ans à suivre les gens. Bien sûr. Et non, mais je veux dire, comme plein, mais donc on suit ces gens et finalement on ne fait pas que les suivre, on est en interaction avec eux, donc ils changent, on change, parce que toi aussi j'imagine que tu changes, tu as les cheveux plus courts, plus longs, etc. Quand tu le vois, donc vous changez, puisque j'entends, hein? Tu avais les cheveux longs quand j'étais l'année dernière, quoi. Et Sylvie, tu vois, tu as dit une autre chose. Alors j'imagine que tu dois avoir, c'est qu'on te l'a dit, si les gens avaient vu l'exposition, si certaines personnes avaient vu cette exposition, ils n'auraient pas fait la taxe carbone. Donc j'imagine que tu as dû l'entendre,
et que c'est une réalité. Donc c'est ça aussi la démocratie sensible, c'est-à-dire ça part de quelque chose qui peut paraître anodin, c'est-à-dire le travail entre deux personnes ou quelques personnes, un photographe qui est en lien avec quelqu'un, il change des petites choses, et puis à un moment, ces changements se modifient de plus en plus et deviennent des changements de société. Et c'est comment on passe et c'est là où on retrouve, et j'entends aussi ce que tu as dit, et qui nous paraît extrêmement important, c'est-à-dire comment on est acteur. C'est-à-dire c'est à la fois être témoin, c'est permettre à l'autre d'être acteur de quelque chose, parce qu'on le reconnaît en tant qu'acteur, c'est nous-mêmes être acteurs, et c'est créer une société d'acteurs. Et là, et c'est pour ça que cette table ronde me paraît vraiment importante, c'est que on parle de la même chose, c'est-à-dire de gens qui sont acteurs, et comment on n'est pas soumis ni à un système seulement, on le subit, mais pas que. On peut le transformer, et la preuve, on le transforme en permanence, et c'est de la responsabilité de chacun de le transformer, et surtout d'avoir conscience qu'il peut le transformer. Et c'est vraiment ça que je pense, qui me semblait très important dans ce que vous avez fait. Et pour finir, enfin, ou pas finir d'ailleurs, mais il y a une vraie liberté dans ce style, c'est-à-dire, comme tu disais, Christine, il n'y a pas de nom, il y a des numéros, on voit les noms à la fin, seulement, il n'y a pas de chiffres, on voit que les photos, il y a un texte à vous à la fin, très sur une page. Je me dis pourquoi choisir pour un institut de recherche, parce que quand même, une telle d'être aussi radical dans peut-être, je ne sais pas si c'est l'effacement, mais ça veut dire vous faites ce choix de passer par les images. Donc pourquoi c'est ce choix comme ça aussi radical? Vous auriez pu mettre certaines notions, certains chiffres pour donner, c'est ce que la plupart des gens font. Vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Alors, pour le coup, déjà on le fait dans d'autres, sous d'autres formats. Donc on a d'autres formats où on va faire des petits livres, où on va faire des notes très chiffrées, donc ça dépend à qui on s'adresse. Là on s'est dit, on veut comme l'exposition, on veut que ce soit grand public, que ça touche tout le monde. Les chiffres, il y a des gens qui détestent ça. Des gens qui aiment bien, mais il y a des gens qui détestent ça. C'est une façon d'appréhender la société, mais il n'y a pas que celle-là. Et puis de toute façon, ce que je disais précédemment, disons que quand souvent on retient pas beaucoup de chiffres, on n'en retient qu'un, et plus la société est diverse, moins un seul chiffre résume correctement la société. C'est-à-dire que si la société elle est relativement, par exemple il y a des choses sur lesquelles on va dire les gens c'est à peu près la même chose. On va donner l'espérance de vie, l'espérance de vie c'est à peu près la même pour les hommes et à peu près la même pour toutes les femmes. Donc là en fait ça va représenter correctement l'espérance de vie. Et si on dit le nombre de kilomètres moyen parcourus par les gens c'est 60 km, sauf que ceux qui en font le moins ils sont à quelques kilomètres, 4, 5, et puis ceux qui en font, donc je parle des kilomètres par jour, et puis il y a toute une partie de la population qui en fait plus de 100, plus de 150. Donc en fait 60, là dans ce cas-là ça représente très très mal. Donc dans ce cas-là il faut en donner plein de chiffres. Et là tout de suite on a perdu une partie des gens que ça n'intéresse plus, ça ne représente plus rien, ça ne parle plus, etc. Donc là on a suivi l'idée de l'expo. L'exposition, il y a quand même quelques chiffres, il y a quand même quelques mots, quelques concepts, on va dire, quelques idées. Mais c'est vrai que pour le bouquin, on avait pas mal discuté avec Tendance Floue, qui tenait à avoir un livre qui soit la trace de l'exposition. Nous au début, on était un peu interrogatifs. Et ce qui nous a fait basculer, on s'est dit dans ce cas-là, on en fait quelque chose carrément de nouveau. Ce sera pas exactement les mêmes photos que dans l'exposition. Et puis on veut un texte qui parle à tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'on a fait une commande. On a commandé à Nicolas Mathieu un texte. Nous on lui a juste dit faut que ça parle de mobilité et que ça soit sur quelqu'un. Et à nouveau, on va retomber sur l'intime. Finalement, il a très logiquement choisi de parler de lui-même et de raconter sa vie. Et de raconter, en fait, et comment, au cours de sa vie, il va changer successivement de régime de mobilité. Il n'emploie pas du tout ces termes-là. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus vivant que ce que moi je fais. Et justement, ça parle à tout le monde. C'est ça donc, c'était aussi, on voulait que les gens qui achètent le livre, qui lisent quelque chose, qui leur fasse palper, sentir ce qui s'est passé dans les 30 dernières années. Alors,
juste parce qu'on parle de mobilité, on a beaucoup parlé de voiture, mais ce qui est intéressant, c'est que cette mobilité représentée, elle est en voiture, elle est en 2 roues, elle est par la marche aussi, les transports en commun, hein, voilà. Et puis, donc on a ces 18 photographes, hein, et puis on a le 19e. Alors pourquoi lui, il est en dehors? Alors ma lecture, c'est, lui, il bouge pas. Justement, il est un mobile empêché, et il est face à un arbre. Et c'est l'arbre qui se déploie dans sa mobilité, avec le passage des saisons, etc., etc., et la fin un peu des confinements, en fait, voilà, où la mobilité pourrait recommencer. Lui, du coup, il a fallu l'élaguer, il est coupé en 2, en fait, sa moitié. Donc il y a quelque chose d'une incroyable symbolique qui, voilà, donc c'est un petit livret, et là aussi, bon ben voilà, il y a sa famille proche, ses enfants, etc., etc. Mais l'arbre, c'est l'arbre, donc c'est l'arbre qui est mobile, en fait, mobile. L'arbre enraciné, mais qui lui, est dans une mobilité, il prend des feuilles, des bourgeons, il les perd, il est, voilà. Peut-être pour ceux qui ne savent pas de quoi tu parles, en fait, donc Olivier Kuhlmann. Voilà, donc il y a une série d'Olivier Kuhlmann. Alors au départ, il voulait, donc il a tout de suite décidé de parler et de montrer lui-même, sa famille, son mode de vie, au motif que c'était un mode de vie extrêmement mobile. Lui-même allant comment faire des reportages un peu partout, comment dans le monde, ses divers enfants n'habitant pas tous dans le même pays, etc., etc. Et puis justement, avec la crise sanitaire, ça a complètement bouleversé le projet. Donc nous, ça nous a semblé complètement raccord avec notre sujet, c'est ce que je disais avant, une crise de mobilité, c'est normal, pour nous, enfin c'est normal dans notre paradigme, on va dire que c'est tout à fait normal. Après, le fait que le format soit à part, très honnêtement, au début, ça m'a vraiment cassé les pieds. C'est-à-dire que bon, vraiment, c'était pas prévu, ça rentrait pas dans le bouquin. Lui, il y a tenu. Au début, on n'était pas d'accord parce que en fait, ça compliquait le projet, comment ça le renchérissait. Et puis en fait, il voulait pas abandonner son texte. Et donc en fait, on pouvait pas faire ça n'allait plus du tout avec le bouquin en fait, puisque le bouquin, il y a justement ce texte de Nicolas Mathieu qui en fait est comme une sorte d'évocation, mais qui elle-même n'est pas complètement raccord avec les séries photos. Bon, mais il a tenu bon, il a gagné. Et ça enrichit le projet en fait. Voilà, on va passer aux questions si vous en avez. Je vous passe le micro. Alors on va descendre peut-être. Moi je n'ai pas de questions. Ah. Enfin, peut-être que j'en aurai dans 3 jours, mais bon, ça arrive. Non, je voulais d'abord vous remercier, mais vous remercier pour aussi le contenu, surtout pour le contenu. Et je suis très contente je suis arrivée un peu tard, mais d'avoir profité de ce que vous nous évoquiez effectivement sur le partage, l'agissement, la reconnaissance. Et vous féliciter, tu as parlé de liberté tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous en aviez parlé avant que j'arrive, mais vous vous êtes offert une grande liberté mutuelle. Et ça, c'est assez rare dans la commande. Et c'est très, très agréable. En tout cas, le message passe d'autant mieux. Et je voulais vous le signifier et vous remercier pour voilà, ce qu'on a entendu. Merci. Merci. Oui, ma question est destinée. Comment on peut concilier à l'époque des nouvelles routes de la soie une réduction des mobilités? Parce qu'il y a ce projet délirant de Xi Jinping de relier la Chine à l'Europe, et vous disiez que Ford-Mobile est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'on réduise drastiquement nos mobilités. Donc, comment on peut concilier ce projet et une réduction drastique des mobilités? Alors pour l'instant, on n'y est pas. Et on va effectivement, comme vous l'avez dit, on va dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on continue à se déplacer de plus en plus loin, de plus en plus vite, de plus en plus fréquemment. Et donc, à émettre de plus en plus d'émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement.
Donc en fait, là, on est presque en dissonance cognitive, en fait. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on n'a jamais tant parlé de réduction des émissions que depuis qu'on en émet autant. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est pas... Donc nous, on se dit, on va pas arrêter de se déplacer. On s'est déplacé, les êtres humains se sont déplacés sur Terre de tout temps, avant l'arrivée du train, de la voiture et de l'avion. Et par contre, on se déplaçait moins vite. Moi, je donne souvent l'exemple du héros de Soi, le roman de Barico. Donc, pour ceux qui l'ont lu, je dis ça parce que c'est un roman qui est bien connu, quoi. Le héros, en fait, donc c'est avant qu'il y ait des trains. Hein. Le héros, donc il y a une épidémie chez les vers à soie, et donc il est à Lyon. Et donc, en fait, le commerce va s'arrêter s'il ne trouve pas des vers à soie en bonne santé. Donc, il n'y a qu'une seule solution, il faut qu'il aille au Japon. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son cheval et il va au Japon. Il va réussir à ramener des vers à soie, il va même faire donc plusieurs fois le voyage. Au passage, une petite histoire d'amour au Japon. Et en tout cas, il va réussir, et pour le coup, ça s'appuie quand même sur un fait authentique malgré tout, il va réussir à renouveler le cheptel de vers à soie en allant le chercher à l'autre bout de la planète. Donc là, il n'y avait pas encore de moteur. Donc simplement, donc pareil, Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique, il n'y avait pas de moteur. Hein. Donc la question, c'est ça, c'est comment... Donc il ne s'agit pas de retourner en arrière, mais on peut aussi continuer à émettre et puis à laisser le réchauffement arriver. Hein, bon. Mais bon, on est optimiste, et donc on se dit qu'il y a des solutions. Et une des solutions, c'est le changement de rythme, en fait. Ça veut pas dire moins se déplacer, parce que peut-être même qu'on va plus se déplacer, on va passer peut-être plus de temps à se déplacer, comme d'ailleurs auparavant, on passait beaucoup de temps quand même à se déplacer. Hein. Mais en tout cas, si on veut moins polluer, il faut le faire plus lentement. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres solutions. Donc, peut-être que les routes en question, elles serviront à aller plus lentement.